Merci. Henri Ben Sadoun, neurologue à Bordeaux, désolé. Je vais vous parler donc des retours d'informations qu'on peut faire à partir du PNSI. Utiliser un outil qu'on utilise tous et pour lequel on voudrait avoir des renseignements pratiques dans nos pratiques. On va essayer, oui. Monsieur le Président, François, merci de m'avoir convié. Mesdames, madame plutôt, chers collègues. Je vais vous parler un peu de PNSI, qui est un terme qui a fait bondir plus d'un et qui est considéré comme un mal nécessaire de plus en plus dans nos pratiques au quotidien, aussi bien dans la gestion de nos services. Alors ça fait assez longtemps que l'urologie s'intéresse à tout ça, puisque j'ai retrouvé une vieille diapositive de Bertrand Lucas qui est là. En 97, déjà, on se posait la question de savoir si le PNSI pouvait savoir autre chose servir à autre chose que de l'économie ou du médico-économique. À l'époque, c'était les points ISA. Et puis en 2000, on a commencé à parler de base affût, et vous voyez qu'il y a des noms qui sont encore là, Patrick Colomic qui est absent, mais qui est bien actif. Bertrand encore, d'autres, moi-même, Xavier, Bertrand Lucas, François Richard même, qui ne pouvait pas s'empêcher de mettre son nom par toutes les communications qu'on pouvait faire à l'affût, déjà. Donc on a travaillé, puis il y a eu un temps mort, on va dire des choses comme ça, et en 2012, j'ai présenté à l'affût ce qu'on appelait base affût à l'époque, le retour. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant si longtemps? C'est que, d'abord c'était difficile, on n'avait pas accès aux bases de données, la qualité de ces bases de données n'était pas forcément parfaite, et c'est en fait le passage à la T2 à 100% en 2007 ou 2008 qui a fait que les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, se sont rendus compte qu'on avait intérêt à coder bien pour avoir des index de sévérité suffisamment élevés et d'une rémunération des séjours la plus adaptée possible, à tel point que maintenant c'est encore mieux, puisque les directeurs d'hôpitaux ont mis le temps, bien après les gestionnaires de cliniques, pour engager des teams, des techniques d'information médicale, pour assurer un codage qui n'est pas toujours parfait, puisque je le surveille pour ce qui me concerne, mais qui a le mérite de professionnaliser le codage, comme ça peut être fait en Australie, aux États-Unis, depuis des années, quand ils se sont rendus compte que les clinical coders, ce qu'ils appellent les clinical coders, avaient un impact très important sur la rémunération des séjours. Alors, la méthode pour obtenir ces bases de données, je le rappelle quand même rapidement, c'est que c'est un parcours du combattant. Donc, ténacité de l'affût, harcèlement téléphonique de nos secrétaires dévoués à l'affût, pour obtenir finalement, moyennant finance, on n'a jamais payé, la mise à disposition des bases brutes. Depuis 2015, cette année, elles sont sur un serveur dédié, avant c'était des CD, serveur dédié remarquable puisqu'il a intégré un logiciel que je ne sais pas utiliser qui s'appelle SPSS, qui permet de faire de la statistique en ligne, mais vous allez le voir, c'est pas forcément la solution que j'ai choisie. Ensuite, donc j'importe ces bases de données et je les transforme en une base qui soit lisible. Donc il faut un bon ordi, un bon gestionnaire de base de données qui s'appelle FileMaker, une bonne connaissance que j'ai de la manipulation de fichiers ASCII et une bonne connaissance du PNSI et surtout de la patience. Et on arrive chaque année à peu près à 26 millions de séjours, ce qui fait une belle base, 5 ans, on en est à 125 millions. Et un chiffre que j'ai retravaillé tout à l'heure parce qu'il m'étonnait, 12 millions de patients différents sur les bases de chaînage chaque année. 12 millions de patients différents, ça fait 183 patients pour 1000 habitants passent une fois dans l'année à l'hôpital. Et c'est un chiffre, je ne sais pas si vous étonne, moi il m'a un peu scotché. Alors voilà de quoi je parle. Bon là c'est un séjour un peu particulier, un peu long, c'est une néphrectomie qui est restée 4 mois hospitalisée, donc c'est pour ça que le séjour était long, et c'est pour dire que c'est un peu ésotérique. Et voilà à quoi j'arrive. Alors j'ai la petite flèche, ouais. À quoi j'arrive? Donc il y a des numéros d'identifiants, tout ça c'est des clés de chaînage qui permettent de relier les bases d'actes, de traitement, de ceci, de cela, et surtout le numéro d'anonymisation qui lui est extrêmement important parce que celui qui permet effectivement de chaîner les séjours d'un même patient au cours des années. Après, on obtient tout ce qu'on veut. Alors la date, c'est pas la date d'hospitalisation, bien sûr, c'est une date à partir d'un temps zéro aléatoire, mais qui permet de chaîner les séjours par ordre chronologique et d'avoir le nombre de jours entre les différentes dates d'entrée. L'hôpital, si c'est public-privé, etc., le GHM,
On a le code géographique du patient, son âge, son sexe bien sûr, le diagnostic principal, les actes que je concatène, mais surtout pas en code, ce qui me permet de faire des recherches aussi par nom. Tout ça est indexé, c'est une base pour cette année, elle fait 70 gigaoctets, donc sur le site de séjour, il faut que ça travaille, et les diagnostics associés. C'est pas uniquement là, vous voyez, c'est une néphrectomie pour cancer du rein, mais bien évidemment, on peut l'avoir pour d'autres choses. Il y a des chirurgiens hépatite C, donc ils le verront tout de suite, et donc on peut rechercher les hépatectomies, enfin pas rechercher, on a tous les codes de tous les séjours, ce qui permet après, en concaténant sur un certain nombre de codes diagnostiques ou de codes actes, d'avoir des agrégats de séjours qui nous intéressent plus, parce que en urologie, par exemple, les cystectomies, il y a 23 codes. Bon. Après, on peut les décliner sur le mode de la stomie, pas de stomie, si c'est une pelvectomie, c'est en fonction du sexe, etc. Mais quand on a envie d'avoir les cystectomies pour cancer, on veut bien évidemment mettre ces 23 codes ensemble. Pour les néphrectomies, il y en a 17. Pour les hépatectomies, il y en a 13. Donc, or, la base de la TIA, justement, ne donne que par code. On ne peut pas agréger les codes. Donc, ces données disponibles sont nombreuses. Vous les connaissez à peu près toutes, mais on peut aussi avoir les séjours en réanimation ou soins continus, le mode d'entrée et de sortie bien sûr, l'urgence ou le décès, l'origine géographique, l'établissement, etc. Et d'autres données qui sont plus comptables, mais qui sont à notre disposition. Ces données, il faut bien faire attention, on l'a déjà dit plus ou moins, elles ne sont que le reflet du codage. Donc avec les limitations d'exhaustivité qui diminuent avec le temps, puisque la T2A oblige, on est à peu près à 100% de séjours qui sont codés, mais des pratiques de codage qui sont parfois homogènes. Et puis, de temps en temps, je dois le dire, et je sais les repérer, des gens qui trichent un petit peu dans leur codage, c'est-à-dire des actes un peu plus lourds que la réalité. Donc on sait très bien repérer qu'il y a beaucoup de néphrectomies pour tombus cave dans telle structure. 40%, ça fait beaucoup. On sait qu'il n'y a pas 40% de néphrectomie pour tombus cave dans l'activité d'un service, même extrêmement spécialisé. On peut regrouper ces données, on a regroupé ces données par champ d'activité, de nos spécialités, andrologie, médecine sexuelle, cancéro, etc., qu'on peut affiner par ville, par région, par type de structure, ou même par structure, c'est-à-dire par clinique ou hôpital, en tout cas par établissement de soins, un petit peu comme fait le point finalement, avec tous les fautes de méthodologie qu'on peut avoir. Ce qui permet donc d'avoir une cartographie extrêmement précise de notre spécialité, qui permet donc de faire des comparaisons, c'est du descriptif, on fait la comparaison avec des données nationales, des durées de séjour, des âges moyens, des niveaux de gravité, des taux de mortalité, des modes d'entrée par les urgences, etc., qui permettent donc d'avoir une idée assez précise de ce qui se passe dans un département, dans une région, dans un type de structure. Avec une autre limite, la gynéco, par exemple, c'est une spécialité, la gynécologie, l'urogynécologie, l'incontinence est partagée entre les collègues gynéco et les uros. Dans une même structure, s'il y a des gynécos et des uros, ça, le PMSI ne sait pas distinguer qui a fait quoi, donc c'est agrégé, mais ça donne quand même une idée aussi de l'évolution des pratiques, quelle que soit la spécialité concernée. Alors pour l'affût, à quoi ça peut bien servir? Eh bien justement, connaître l'évolution de nos pratiques, épidémio-descriptif par pathologie et par acte, repérer les hétérogénéités de pratiques, je vous parlais de cette histoire de tombus cave, mesurer aussi l'impact des référentiels de l'affût, leur pénétration au sein de la collectivité, leur vitesse de pénétration et la manière dont ils sont appliqués. Ça permet aussi un petit peu comme ce qu'on avait la base PubMed qui avait été décrite, de façon moins extraordinaire, parce que c'est un peu scotché par cette présentation sur PubMed, qui permet d'orienter la recherche clinique, les axes prioritaires de formation continue, mais aussi la gestion des risques, l'analyse des effets des cas graves, etc. Et puis la pénétration des nouvelles technologies avec une problématique, et Bertrand Lucas a déjà insisté à plusieurs reprises, et on n'arrête pas de le dire, je suis incapable de dire qu'est-ce qu'on fait en robot. Alors je le sais parce que je connais les structures qui ont des robots, mais c'est pas parce qu'une structure a un robot qu'elle va faire toutes ses néphrectomies au robot. Je ne sais pas le dire. Le OLEP ou le laser, le codage est arrivé qu'en mars. Enfin, ça fait quand même plusieurs années que c'est utilisé. L'IFU, c'est un peu plus ancien, mais on a eu près de 10 ans d'utilisation de la Blaterme sans avoir de codage adapté. Donc, ça, c'est une des vraies limites. Pour le cancer du rein, actuellement, c'est les traitements focaux. Je ne suis pas capable de dire ce qu'on a en cryoablation, en traitement focal du cancer du rein, alors que c'est une technique émergente, une prise en charge émergente sur laquelle
impossible d'avoir ni une rémunération d'ailleurs pour ceux qui la font, correcte en tout cas, ni un suivi. Et donc ça permet aussi à la FLU de renforcer son rôle d'interlocuteur vis-à-vis des tutelles, vis-à-vis d'autres sociétés savantes, vis-à-vis des compagnies pharmaceutiques, puisque, comme disait Laurent Alexandre, ça m'avait frappé il y a une vingtaine d'années, qui a l'information a le pouvoir. Pour les urologues, ça permet de produire des tableaux de bord, par établissement, par groupe d'urologues, avec des profils de pratique, d'évaluation d'activité, de profils de recrutement, anticiper l'évolution de sa pratique et orienter un petit peu, comme disait le collègue de chirurgie cardio-thoracique, d'orienter les recrutements à venir sur tel point renforcé, on ne fait pas assez d'ICAS, on va chercher un collègue qui fait de la ICAS, etc. Comparaison, on l'a dit, également, et ça c'est un des chevaux de bataille de Xavier Rubillard, le regroupement par RCP, en 3C ou réseau, pour permettre d'évaluer les profils de pratique, le suivi des prises en charge par RCP, incluant bien évidemment, pas uniquement la chirurgie, mais toutes les modalités de prise en charge du cancer. Et bien sûr, les programmes de DPC, de PP, etc., et j'en passe. Alors, quelques exemples de demandes. La pratique de la cystectomie pour tumeur chez le sujet âgé, c'est une question qui m'a été posée, l'évolution de la part dans le total, la mortalité, les modes de dérivation, et effectivement, en tant que professionnel de santé dans la spécialité, on pense le savoir. Et en réalité, il y a très souvent une distorsion entre la vraie vie qui est donnée par le PMSI, qui donne des informations intéressantes, l'évolution, et se rendre compte que la mortalité, finalement, parce que les malades probablement sont bien sélectionnés, n'est pas beaucoup plus élevée que chez les sujets moins âgés, ou que les modes de dérivation, on fait moins de remplacement de vessie, par exemple, mais il n'y a pas de différence fondamentale par rapport aux patients plus jeunes. Et les durées de séjour ne sont pas extrêmement plus élevées. Donc, ça permet d'enlever aussi certaines préconçues. Ah, il est vieux, on va lui faire une cystectomie, il va donc mourir, il va rester 2 mois dans le service. C'est pas vrai, parce que probablement le centre qui s'en occupe l'a bien sélectionné, c'est peut-être aussi un critère de qualité, effectivement, et on se rend compte que là aussi, l'effet volume dans l'établissement, pour les durées de séjour, qui est quand même un critère relativement correcte sur les qualités de prise en charge, que la durée de séjour est un critère qui suit quand même globalement les volumes d'activité. On m'a demandé aussi l'évolution de la chirurgie ambulatoire, les actes pratiqués en urologie en chirurgie ambulatoire. Vous savez que c'est quand même une forte demande des tutelles et des ARS, avec un focus sur les sujets âgés, parce que là aussi, les patients de plus de 15 ans, on se rend compte qu'on peut leur faire dans l'ambulatoire, et que là aussi, il y a des idées préconçues qui ne tiennent pas la route sur le terrain. Des libéraux m'ont demandé d'analyser l'activité de 2 établissements voisins qui étudiaient leur fusionnement à venir, donc voir un petit peu qu'est-ce que ça allait donner en termes de volumétrie d'activité, en termes de champ d'activité. Et le point également m'a demandé, enfin j'aurais demandé après les avoir engueulés, mais je les connais depuis longtemps, il y avait une erreur sur les chiffres donnés dans le palmarès 2000, enfin pas celui de cette année, celui d'avant, sur les néphrectomies partielles, des chiffres qui ne corrélaient pas avec moi ce que j'avais sur les bases de données PMSI. Ils ont accepté au point que je leur donne tous les critères de recherche de leur méthodologie pour l'urologie, et c'est ce qu'ils ont appliqué cette année, et donc je ne me suis pas mêlé de leurs critères de poids sur le GHL pour leur classement, j'aurais donné les données brutes, enfin la manière d'avoir les données brutes, le classement, ça relève de leur responsabilité, pas celle de l'affût. Alors, on va rapidement, oui, chaque fois je suis dans les temps, quelques données qu'on peut retirer, c'est les néphrectomies. Alors, les données, je l'ai dit, sont inaccessibles sur le site de la TIH, puisqu'il y a 36 codes d'actes CCAF de néphrectomie. J'avais dit moins tout à l'heure, mais c'est 36 en fait, entre les partiels, les cédiaux, les élargis, le cranbuscap, le ceci, le cela. Ce que ne fournit pas, que je l'ai dit aussi, la chirurgie robot-assistée et les traitements innovants qui sont. Et ça, c'est pour moi inacceptable. Pour nous tous, et peut-être que l'Académie de chirurgie devrait s'en saisir à un moment donné. C'est pas acceptable qu'une technique qui est utilisée depuis maintenant plusieurs années ne soit toujours pas repérable sur les bases de données nationales et officielles, alors que nous sommes tous demandeurs et qu'on n'a rien à cacher. Et ça, c'est insupportable de travailler dans le flou quand on veut avoir une idée de ce qui se passe dans les prises en charge de notre pays.
Alors, voilà le type de rapport qu'on peut avoir sur les cancers du rein. Je peux avoir des rapports par département, où j'ai le nombre de patients et la durée de séjour, pas que ce soit du public ou du privé, ou du rapport par volume d'activité, que ce soit dans le public ou dans le privé, également sur les durées de séjour. On trouve ces chiffres d'ailleurs dans les derrière du point, donc il n'y a rien de secret. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'évolution des indications. Là, par exemple, quelle est la part de partiel par rapport aux néphrectomies élargies? Là, c'est l'évolution des néphrectomies élargies. Alors là encore, il ne faut pas se dire qu'il y a plus de cancer du rein. Là, si on veut faire une étude plus fine, et je l'ai faite, il faut avoir aussi une évolution de la démographie. La population augmente, et sur 5 ans, elle a augmenté. En fait, cette augmentation du nombre de néphrectomies pour cancer du rein est corrélée aussi au vieillissement de la population. Donc, on constate qu'il y a de plus en plus de partiels par rapport aux élargies, conformément aux recommandations, mais qu'on n'a pas encore atteint le croisement. Par contre, on atteint le croisement, et 2015 est une année géniale pour le cancer du rein, c'est qu'on constate que, toutes exercices comprises, la cellio ou robot est devenue majoritaire par rapport à la chirurgie ouverte. Idem pour ce qui concerne, aussi bien pour donc les néphrectomies élargies, cellio ou ouvertes, que les néphrectomies partielles. Vous voyez que les partielles, le rendement reste stable, et il y a une explosion des cellio liée à l'arrivée du robot. Parce qu'on sait que la néphrectomie, laparoscopie partielle est faisable, mais que le robot a incontestablement de modifier le paysage sur ce plan-là. Donc l'analyse, rapidement, il y a quand même l'effet centre, volume, robot chirurgical, l'effet affût, recommandation sur les partiels, l'effet détection, volume des tumeurs. C'est vrai qu'on n'a pas le volume des tumeurs, mais ce qu'on ne peut pas savoir, je l'ai déjà dit, c'est les traitements innovants. Après, ça sera ma dernière diapositive, qu'est-ce qu'on va faire? Affiner nos requêtes selon la demande et sur une charte. Nous avons écrit une charte pour l'utilisation de ces données au niveau de la urologie. Faire un rapport annuel, je ne désire pas de le remettre à l'affût cette année. Proposer des homologations de codage, par exemple la neurourologie, tout ce qui est neuromodulation en particulier. Les pratiques sont extrêmement hétérogènes et c'est extrêmement difficile à repérer. Alerter les structures présentant des distorsions au niveau de la D2A, et puis, à terme, inclure nos données dans Hospedial. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui est maintenu par l'ANAP et par l'ATIH, qui donne des informations extraordinaires sur les pratiques des établissements de santé en termes de performance et d'innovation. Je vous remercie. Question. Je suis ravi dans ces circonstances-là de rencontrer des collègues avec qui on a démarré il y a quelques années le recueil du PMSI. Il est vrai qu'au préalable, j'avais travaillé avec Hubert Larieux à Clamart sur le PMSI lui-même, qui était en expérimentation, et nous avions souhaité à ce moment-là que cette donnée ne soit pas seulement clinique, mais qu'elle rajoute une donnée anatomopathologique, notamment dans les cancers digestifs. On pensait qu'on aurait pu faire un maillage du recueil qui aurait été extrêmement utile pour le bénéfice des malades et le travail scientifique. Voilà. Oui, on a essayé aussi en neurologie, on avait essayé d'utiliser les digits supplémentaires, il y a 2 ou 3 digits dans la suite 10 qui auraient permis d'avoir l'analat, entre guillemets. On l'avait essayé pour les lithiases aussi, la localisation des lithiases. Malheureusement, ça n'a pas été suivi, et puis voilà, l'enfer n'est pas une bonne intention. Mais il est vrai qu'aussi, au sein de l'Association française de chirurgie, où avec François Richard, nous siégions représentant des disciplines un petit peu différentes, nous avions cherché à améliorer donc les performances et l'utilisation du PMSI. Ça m'a servi au départ, où j'étais secrétaire à ce moment-là, de lancer les premiers rapports prospectifs dans ce domaine, avec l'utilisation du PMSI dès 91 pour le recueil de l'anithiase biliaire par exemple, ou de lancer aussi l'émulation scientifique des chirurgiens digestifs et généraux qui sont peut-être moins représentés aujourd'hui dans cette enceinte à ce moment-là au niveau de l'Association française de chirurgie. Autre question. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a la chance en neurologie d'avoir Henri Bensadoun qui est passionné par ce sujet et qui le fait fonctionner. Ça nécessite d'avoir des gens, qui ont été évoqués tout à l'heure, qui soient
qui soient formés et qui s'impliquent pour la constitution de ces bases de données et leur surveillance. Mais ça donne des renseignements assez extraordinaires. Bon, Henri, merci beaucoup.